Eh bien, nous reprenons. Pour en terminer, l'amendement 43 est défendu par Madame Jaouan. Merci, Monsieur le Président. Dans sa forme initiale, l'alinéa 11 ne permet une saisine en référé du président de la juridiction que si ce dernier ordonne une mesure d'instruction. Or, il n'est pas le seul magistrat qui puisse ordonner une mesure d'instruction. Cet amendement propose donc de substituer à l'alinéa 11 un nouveau texte qui permet la saisine en référé du président de la juridiction dès qu'une mesure d'instruction est ordonnée par un magistrat au cours d'un procès et non pas uniquement lorsque la mesure d'instruction est ordonnée par le président de la juridiction. Vous avez un amendement 59. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement donc, vise, comme indiqué ce matin, à réécrire la procédure de levée de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise. Plusieurs changements sont opérés dans le cadre de cette réécriture. D'une part, comme je l'avais indiqué, pour garantir l'intégrité des consultations, éviter le risque d'altération de la levée de la confidentialité, aura été demandé. Les consultations concernées seront appréhendées par un commissaire de justice, lequel conservera sous la forme de scellé le temps que le juge se prononce. Le deuxième changement, il est supprimé à l'obligation faite au juge de se prononcer dans un délai de 15 jours. En effet, ce délai nous paraissait très court et pas nécessairement adapté à la totalité des procédures en cours. S'il s'inspire de la procédure adoptée au Sénat, l'amendement que je vous propose ne reprend pas in extenso la proposition du Sénat de créer une procédure parallèle lorsqu'une autorité administrative demande la consultation d'un document qui ne présentait pas les garanties suffisantes s'agissant de l'intégrité des documents concernés. C'est la raison pour laquelle je demanderai le retrait des amendements CL48 et CL54 qui reprennent la procédure adoptée par le Sénat et qui seront, je crois, éminemment défendus par mon collègue Pradal, je crois, qui a déposé un amendement en ce sens, et Madame Yadan aussi également. Le quatrième changement, la quatrième observation que je voulais faire, c'est par rapport aux préoccupations qui sont les vôtres, chers collègues. C'est que dès lors qu'il ne mentionne plus que le président de la juridiction met bien les mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'un litige civil ou commercial, eh bien, je crois que mon amendement répond mieux par ailleurs aux préoccupations que vous avez exprimées. Pour ça, je vous demanderai le retrait au profit du mien. Merci. Vous voulez, Monsieur le rapporteur, puisque c'est Monsieur Pradal qui s'exprime sur le 54. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, donc il s'agit par le présent amendement de préciser la procédure de contestation ou levée de confidentialité d'une consultation juridique et d'assurer la protection de l'intégrité du document qui pourrait éventuellement être contesté par sa remise entre les mains d'un commissaire de justice. C'est la reprise du dispositif qui a été adopté au Sénat le 14 février dernier, jour très intéressant pour adopter une loi de cette nature. Et donc, il s'agit en fait à la fois d'apporter des précisions, notamment en termes de délai, mais vous avez répondu par anticipation, et en termes de sécurisation du document, dans l'attente que le juge se prononce sur sa communicabilité éventuelle, plutôt sur la levée de sa confidentialité. Madame Yadan, le 48. Oui, je confirme le retrait au profit de celui de Monsieur le rapporteur. Madame Garrido. Est-ce que, Monsieur le rapporteur, j'ai présumé vos avis défavorables, vu que votre amendement était concurrent, mais si vous vouliez dire un mot, peut-être. Je demande plutôt de retrait pour les raisons évoquées dans mon propos. C'était pour aller plus rapidement, Monsieur le Président, pour être efficace. Alors, les retraits sont confirmés pour les amendements de Madame Yadan, Monsieur Pradal. Il reste celui de Madame Jaouan et le vôtre, Monsieur le rapporteur. Madame Garrido. On voit, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, par ces séries d'amendements, à quel point toute la philosophie de ce texte, c'est de dresser des barrières à l'office du juge. Vous êtes véritablement en train d'aider toutes les personnes qui veulent se placer dans les limites de la loi. Je considère que c'est éthiquement absolument le contraire de ce que nous devrions faire comme députés. C'est déjà assez difficile pour la justice, et on en est ici à témoin, de pouvoir s'assurer une certaine forme d'éthique dans le milieu des affaires et dans la société en général, que les bandits, on va dire, ou leurs amis trouvent des mécanismes pour empêcher les juges de faire leur travail, les autorités de régulation, etc., c'est une chose. Mais que nous trouvions ici à l'Assemblée nationale des relais pour cela me semble vraiment assez grave sur le plan de la conception que nous avons de notre propre éthique de député. Monsieur le rapporteur. Oui,
Madame Garrido, vous êtes restée sur les amendements de ce matin. Je pense que vous n'avez pas forcément bien lu. Alors, je ne vois pas. Alors, si on rentre très concrètement dans le cadre de ce montage-là, qui est évoqué, cette réécriture, je ne vois pas en quoi le fait de permettre aujourd'hui qu'un commissaire de justice puisse venir récupérer un certain nombre de consultations pour les mettre sur scellé, justement pour éviter leur altération. C'est ce qui était demandé par les autorités administratives indépendantes, pour éviter justement qu'elles ne soient altérées. C'est une protection supplémentaire qui va dans le sens de la protection des investigations qui sont faites par les autorités administratives indépendantes. Sur la modification du délai du juge et la suppression du délai de 15 jours, là aussi, je suis désolé de vous le dire, mais donner plus de temps au juge pour permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la levée de la confidentialité, ça va aussi dans le sens d'un renforcement des prérogatives et dans le cadre des procédures de ces autorités administratives indépendantes. Donc pour le coup, j'entends ce que vous me disiez ce matin sur le fond, mais là, en l'occurrence, on vient améliorer le dispositif dans l'intérêt des autorités administratives indépendantes pour permettre qu'elles procèdent à ces contrôles de manière plus effective. Donc je ne comprends vraiment pas quelle est votre position de ce chef. Que je réponde à la question du rapporteur. Aujourd'hui, dans le droit positif, il n'y a pas cette confidentialité. Donc le juge, il a accès direct à ces mesures d'investigation comme les autorités administratives. C'est ce que je dis. C'est-à-dire aujourd'hui, la problématique, elle est créée par nous-mêmes, qui créons nous-mêmes ex nihilo un obstacle à l'office du juge. Et alors maintenant, vous me dites que c'est moins pire que si c'était pire. Mais en l'occurrence, le mieux, ce serait quand même que nous nous concevions comme des outils d'aide à la justice et pas d'obstacle à la justice ou à la régulation et autres actions de régulation de la société et des activités économiques en particulier. Alors, je mets au voie l'amendement de Madame Jaouan, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui vote pour, contre, il est rejeté. Et l'amendement du rapporteur, le 59. Oui, ne vous en faites pas. Je vous ai compté pour. Voilà, j'ai présumé. Le 59, le du rapporteur, qui vote pour, qui vote contre. Il est donc adopté. Il fait tomber le 27, le 50, le 39. Quant au 40, sauf erreur de ma part, il n'est pas défendu. De sorte que nous en arrivons au 61, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à substituer donc l'infraction pénale permettant de sanctionner la mention indue de confidentiel de consultation juridique. Cet amendement modifie la sanction pénale donc encourue. Il me semble plus pertinent de prévoir que la sanction applicable en cas de violation des règles prévues à la loi de 1971 plutôt qu'à la sanction prévue en cas de faux usage de faux. En effet, apposer la mention confidentielle sur un document juridique n'est pas tout à fait admissible à la production d'un faux. Je me permets de rappeler que le quantum de peine prévu à l'article 66-2 est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. C'est en substance la reprise de ce qui avait été opéré par le Sénat dans son texte. Bien. Monsieur Bernalicis. Alors, si j'ai bien compris, monsieur le rapporteur, vous voulez un quantum de peine moins élevé. C'est la première fois que vous faites de la déflation pénale. Hein. Non, mais je le signale parce que vous en êtes capable, finalement. Eh oui, ils le peuvent. Finalement. Non, mais c'est intéressant de le souligner, c'est que dès que c'est pour défendre les intérêts des entreprises, du capital avec un grand K, comme dirait l'autre, et c'est juriste, là, tout de suite... Non, mais après, peut-être que vous êtes dit qu'il fallait que les fusibles d'entreprise, quand même, on leur détruise pas leur vie ad vitam aeternam pour les intérêts du patron. Vous avez raison. Mais du coup, je voulais soulever ça, même si je crois qu'il y a un sujet quand même sur la responsabilité du dirigeant qui n'est jamais mise en cause dans ce texte. C'est-à-dire que le dirigeant qui aurait obligé son salarié à procéder à faire un faux, ça, c'est pas votre sujet. Ça, il n'y a pas de sujet, ça n'arrive jamais, ça n'arrivera pas, il n'y a pas de question à ce niveau-là. Donc bon, c'est mieux que si c'était pire. Alors, je le mets au... pardon, monsieur le rapporteur. Peut-être juste pour prolonger la discussion qu'on a eue ce matin. Là, on est bien sur la sanction auprès du juriste d'entreprise qui viendra poser de manière irrégulière la confidentialité. Maintenant, ce que je vous ai dit, parce que ça nous semble être non pas moins de 10 ans d'un point de vue de la sanction, mais plus adapté en réalité. Par contre, ce que je vous ai dit également aussi ce matin...
Non, mais ce que je vous ai dit également ce matin, c'est que je souhaiterais effectivement qu'on puisse, et moi je suis preneur des solutions que vous pourriez apporter, les solutions qui consisteraient à voir justement les dirigeants venir avoir des comportements qui sont anormaux vis-à-vis de le subordonner les juristes d'entreprise pour mettre et inclure dans le cadre de ces consultations des choses qui n'ont rien à y faire. Et qu'effectivement là, et à ce stade des discussions, on n'a pas de qualification juridique ni même pénale qui viendrait sanctionner ce type de comportement. Donc j'attends avec impatience les propositions que vous pourriez me faire en ce sens en vue de la séance. Bien, donc je mets au voie l'amendement du rapporteur. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est donc adopté. Le 36, pardon, Monsieur Coulombe. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, là, c'est un amendement qui prévoit de ne pas procéder à l'usage de décrets pour aller définir les modalités de mise en confidentialité des documents. Pourquoi? Eh bien, parce que si on l'inscrit dans la loi, il y a quand même un caractère, on va dire, durable, pérenne, qui s'affranchit aussi des différentes sensibilités politiques que nous pourrions rencontrer dans le futur de la politique française, où on aurait peut-être des gens qui seraient encore plus fanatiquement libéraux que vous ne l'êtes, et qui rendraient encore plus compliqué l'accès à l'information cachée des entreprises. Donc non, le dispositif qui doit passer par un décret ne nous convient pas, et nous on préfère que ce soit dans la loi, quitte à ce que la loi soit, comme celle que vous proposez, mauvaise. Oui, alors je ne rentre pas dans le débat, vous savez très bien, la référence au décret, c'est qu'il s'agit simplement de ne pas prévoir dans la loi des dispositions qui sont de niveau réglementaire, ni plus ni moins. Donc avis défavorable. Que chacun au monde des affaires, pour certaines personnes et certains types de salariés, et vous êtes en train de créer un régime juridique qui est contraire aux objectifs de transparence et d'éthique dans la vie des affaires. Et ce qui déclenche ce nouveau régime juridique, c'est le fait pour le juriste d'entreprise d'apposer un sceau confidentiel. Donc déjà, là, ça nous échappe, nous, le législateur, c'est-à-dire vous donnez au juriste d'entreprise la possibilité d'être à la fois juge et partie, c'est-à-dire le régime juridique le concerne, mais c'est lui qui déclenche le régime juridique. Et en plus de ça, il faut déléguer à l'exécutif le détail sur comment ça va se passer. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, collègues, que là, la commission des lois, on est un petit peu en dessous de la main de ce qu'on est censé être en train de faire en tant que législateur, qui est de protéger l'office du juge, protéger la transparence et l'éthique de la vie des affaires dans l'intérêt du public. Amendement numéro 36, qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Je mets au voie l'article unique. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Après l'article unique, le 47, Madame Yadan. C'est un amendement qui vise à créer une disposition transitoire dans la présente loi déjà adoptée dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. En fait, il prévoit une équivalence pour les titulaires on a abordé ce sujet tout à l'heure avec monsieur le rapporteur, pour les titulaires d'une maîtrise en droit justifiant de 8 ans d'exercice. Et donc, c'était antérieur à la réforme licence, master, doctorat qui visait à adapter le système d'enseignement supérieur français. C'est ce qu'on appelle la clause de grand-père, qui consiste à préserver une grande partie des droits acquis pour les personnes déjà en place, et donc pour les juristes déjà en place depuis un certain nombre d'années. Vous avez deux sous-amendements. Oui, un amendement rédactionnel et puis un sous-amendement à celui que vient de présenter Madame Yadan, pour prévoir, en plus des personnes qui sont titulaires de la maîtrise, les personnes qui seraient titulaires d'un Master 1, et donc pour les faire aussi également rentrer dans le dispositif avec les 8 années d'expérience. Vous dire aussi, Madame Yadan, que comme peut-être à l'exception de Monsieur le Président, je crois qu'on est tous malheureusement avoir connu la maîtrise, peut-être le DESS et le DEA pour certains, et donc on est très heureux de pouvoir mettre en place cette clause dite du grand-père. Ça nous fait un peu mal, mais malgré tout, c'est comme ça. Merci. Je veux confirmer ne pas être concerné. Madame Garrido.
Alors moi, je suis toute pour la clause du grand-père en ce qui concerne les juristes d'entreprise. Cependant, cette proposition que vous faites d'étendre en fait l'égal privilège à la française à ces juristes d'entreprise, on va dire les plus anciens qui n'ont pas les diplômes les plus récents, confirme que, en fait, la philosophie de votre texte concerne la protection d'individus, de personnes. Depuis ce matin, vous dites que c'est une protection, une confidentialité in rem. Mais en fait, il y a un tas de dispositions dans votre loi qui sont des dispositions in persona. Donc vous avez un problème, c'est qu'en fait, vous vendez quelque chose qui est faux. Et tous les juristes ici dans la salle, je me permets de vous rappeler que Fraus omnia corrumpit. Et c'est pas bien de faire passer des vessies pour des lanternes, autrement dit. C'est-à-dire, vous nous faites passer pour quelque chose qui serait pas grave et circonstancié à quelque chose qui serait en fait un grand bouleversement de notre système judiciaire et juridique français. Ouais, donc pour les non-latinistes, la fraude corrompt tout. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Non, mais Madame Garrido, moi je veux bien tout entendre, mais quand même malgré tout, ce matin, vous n'avez eu de cesse de nous rappeler qu'en réalité, nous allions confier ces prérogatives de consultation soumises à la confidentialité à n'importe qui. Et quand aujourd'hui, on vient vous préciser qu'il s'agit de juristes qui sont titulaires soit d'une maîtrise de droit, soit d'un Master 1 avec 8 années d'expérience, soit d'un Master 2, quand on vient préciser très clairement quelles sont les personnes qui seront en capacité, compte tenu de leur niveau de diplôme et de leur expérience professionnelle, de venir donner ces consultations juridiques qui, encore une fois, sont encadrées, sont strictement encadrées dans des domaines qui sont très précis, eh bien, vous venez nous en faire le reproche. Je crois que c'est pas complètement raisonnable de venir soutenir cela, me semble-t-il. Alors, le sous-amendement 64 du rapporteur qui vote pour, contre, il est adopté. Le sous-amendement 65 du rapporteur qui vote pour, contre, adopté. Et donc l'amendement sous-amendé de Mme Yadan qui vote pour, contre, il est adopté. Il reste le 45, Mme Yadan, le 10 n'étant pas défendu. Oui, pour terminer, c'est un amendement qui demande simplement au gouvernement de remettre un rapport sur les conséquences de l'adoption de cette loi, puisqu'on a vu, alors j'entends les noms des noms, mais c'est contradictoire avec ce que vous dites, puisque vous dites, oh là là, ça va être catastrophique, les conséquences vont être dramatiques avec la radicalité qu'on vous connaît, cher LFiste. Voilà, et là je viens simplement dire, mesurons les effets de cette loi dans le cadre d'un rapport qui pourrait être publié, en tout cas déposé à 3 ans après la publication de la présente loi. Alors, monsieur le rapporteur, votre avis sur le rapport ? Écoutez, à titre très exceptionnel, je suis assez favorable à la mise en place de ce rapport. Non, pour la bonne pour faire plaisir en réalité à Madame Garrido, qui a dit ce matin de manière très juste qu'on avait quand même un dispositif qui était très innovant dans notre droit. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on modifie tous les 4 matins, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc je crois qu'en réalité, il nous faut vraiment mesurer, nous, et on fera notre travail en tant que parlementaire, pour vérifier l'effectivité et vérifier qu'il n'y a pas d'effet de bord qui puisse nuire à ce dispositif-là. Mais je pense qu'aussi, il faut que le gouvernement, de son côté, fasse le nécessaire pour nous donner les éléments qui viennent modifier sensiblement, à travers cette proposition de loi, le mécanisme juridique que nous votons autour de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Alors, monsieur Jordanov. Oui, merci, monsieur le Président. Nous voterons favorablement à cette demande de rapport. Simplement, on aurait aimé l'avoir avant, en fait, de légiférer. La question, c'est que vous reconnaissez avec cette demande de rapport qu'on est en train de faire quelque chose, on ne connaît pas les effets, on ne sait même pas exactement pourquoi on le fait, qui le demande, ce sont les grandes entreprises ou les petites entreprises. Je ne crois pas que les petites entreprises aient été auditionnées. On ne mesure pas tous les effets. Je crois que tout le monde a conscience de ça. Et en réalité, ce n'est pas très sérieux de faire quelque chose comme ça qui est une commande en réalité. On ne sait pas vraiment de qui, on ne connaît pas les effets. Donc ce rapport, on le lira avec attention. Il aurait été beaucoup plus sérieux de l'avoir avant la commission des lois. Je vous remercie. Et monsieur Balanant. Petite remarque amusée sur l'écriture de ce demande de rapport que je pense effectivement être intéressante, mais dans notre règlement de l'Assemblée, nous devons faire des rapports des textes que nous votons après 3 ans. Hein.
Voilà, ça s'appelle les rapports d'évaluation. Et c'est non, Monsieur Bernalicis, ça s'appelle un rapport d'évaluation. Rapport d'application, c'est 1 an après. C'est pas la même chose. Et donc les rapports d'évaluation, ça serait bien que tous collectivement, on s'y penche un peu plus et qu'on travaille souvent un peu plus sur ces rapports. Voilà, c'est un message. Maintenant, ils ne sont pas confidentiels, ils sont souvent pas mis en œuvre et souvent, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour les faire. Oui, donc c'est vrai que cette demande de rapport cache mal le fait qu'il n'y a pas d'étude d'impact pour ce texte. C'est peut-être ça que voulait dire le rapporteur. J'essaye de l'aider dans son argumentation. Et il se trouve, cher collègue Balanant, que j'ai été rapporteur pour évaluation du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques en 2018 et même l'application de ce même rapport en 2021 sur la lutte contre la délinquance économique et financière, où nous avions d'ailleurs auditionné la CPR, AMF, etc., et qui nous disaient ô combien il y avait des difficultés en la matière et que peut-être les juristes d'entreprise n'étaient peut-être pas nécessairement bienvenue pour avoir la confidentialité qu'il aurait proposée dans cette loi pour la lutte contre les infractions financières. Donc voilà, écoutez, nous on est constant, c'est-à-dire que quand on demande des rapports au gouvernement, on est plutôt favorable, donc on va voter pour cette demande de rapport. C'est mieux que si c'était bien. Mais j'ajouterais quand même que si en plus le gouvernement pouvait faire le rapport le moment venu, ce serait vraiment génial. Il me semble, Monsieur le Président de la Commission, qu'on a quelques rapports votés dans quelques lois qui tardent à être publiés. J'en ai un au hasard sur les conditions de détention des femmes et de l'accès aux aménagements de peine votés dans la loi de Madame Belloubet de 2019. On attend toujours le rapport. Enfin, c'en est un, mais il y en a plein, hein, évidemment. Donc voilà. Merci. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 45 de Madame Yadan qui vote pour. Qui vote contre. Il est adopté. Non, pas à l'unanimité, Monsieur Molla qui a voté contre. Et sur la proposition de loi de Monsieur le rapporteur, qui vote pour la proposition de loi? Qui vote contre? Elle est adoptée. Je vous remercie, nous avons terminé pour aujourd'hui.